Aujourd'hui, je vais vous parler du Musée de l'Homme, à Paris, où j'ai eu la chance d'aller faire une petite balade. Directement connecté à l'ethnographie et à l'anthropologie, c'est, avec le Quai Branly, un endroit à visiter absolument pour tous ceux qui s'intéressent à l'humain. Je vous y emmène, entre les corps de cire, les bustes parlants et les reconstitutions historiques en 3D. Il faut l'avouer, la première chose qui impressionne au Musée de l'Homme, avant même d'y entrer, c'est sa localisation. En face de la Tour Eiffel, en haut des jardins du Trocadéro, dans le même bâtiment que le musée de la Marine, on peut être fier de cette place laissée à la culture, là où certains y verraient plutôt un grand hôtel ou un méga-mall. À l'intérieur, après avoir grimpé quelques escaliers, on arrive dans une grande salle vide. Je hais le vide dans les musées, même s'ils peuvent être magnifiquement gérés, comme à l'Institut d'art de Chicago par exemple. D'ailleurs, à Chicago, on n'hésite pas à regarder hors du musée pour voir les magnifiques gratte-ciel de cette ville aérienne, et on fait de même avec le musée de l'Homme, les vues sur la Tour Eiffel sont imprenables. Mais revenons à cet espace vide du début, qui m'a tout de suite fait penser au désespérant néant de l'oubliable musée ethnographique de Bâle. Sur les murs, l'histoire du musée, et passé le côté un peu chiant de trucs à lire dès l'entrée, cette histoire est fascinante, laissez-moi vous la raconter, en bref, je vous rassure. L'inauguration du musée d'ethnographie du Trocadéro a lieu en 1882. Son but était de conserver ce qui disparaissait peu à peu à cause de la colonisation. Les conceptions évolutionnistes, évidemment très attachées au colonialisme, se voyaient bien dans le musée, et l'ethnocentrisme aussi, mais il faut se rappeler que ces concepts sont encore souvent là, aujourd'hui. Petit rappel historique d'ailleurs, les os humains étaient encore présents à cette époque, pas loin de là d'ailleurs, au jardin d'acclimatation de Paris, et ce jusqu'en 1931. Il y aurait beaucoup à dire sur les os humains, qui sont d'ailleurs toujours là aujourd'hui, en Thaïlande par exemple, où on peut payer pour aller voir les femmes padang, appelées vulgairement les femmes girafes, sujet dont on a déjà parlé sur Anthrostory. Bref, tout ça pour dire que, restitué dans son contexte, le musée n'était pas au pire de l'idéologie du moment. Malheureusement, le musée n'attire pas tant que ça, et il y a un manque de moyens conséquent. Ça paraît fou, mais même la magnifique galerie de l'évolution, près du jardin des plantes, avait été laissée à l'abandon pendant des années, aussi par faute de moyens. En 1928, l'anthropologue et américaniste Paul Rivet devient directeur du musée et allie l'anthropologie et la sociologie. Fait très intéressant, il voulait une institution regroupant l'enseignement universitaire, un musée, un laboratoire de recherche et une bibliothèque. Et ça, c'était innovant, même s'il a fallu attendre longtemps avant de voir le musée de l'Homme actuel réunir tous ces concepts. 1937 voit arriver le nouveau musée de l'Homme, qui, cette fois, change de mission, lutter contre le racisme. Ceux qui ont lu Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss savent que l'anthropologie peut être une arme intéressante contre le racisme, et aujourd'hui encore, elle peut être utilisée dans ce but. J'aime particulièrement cette phrase de Paul Rivet que je cite « L'humanité est un tout indivisible, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. » Le musée devient enfin un lieu de recherche et de grands noms s'y rencontrent et y travaillent. J'aurais bien voulu me balader dans ces couloirs pour entendre ces discussions que j'imagine folles. Chose étonnante, le 18 juin 1940, le réseau du Musée de l'Homme fut un des premiers réseaux résistants, acheminant des informations militaires, servant de filière d'évasion et diffusant le journal Renaissance. Je me demande un peu à quoi ressemblait le musée dans ces moments. Là aussi, être une petite souris espionne devait être très instructif. Et puis, les rapports entre l'anthropologie et l'armée, qui suscitent débat aux US par exemple, est un sujet fascinant que je réserve à un prochain épisode. De 1938 à 2003, le musée évolue dans sa présentation, en comparant directement les cultures avec des salles dédiées à la présentation ethnographique de continents, sans pour autant oublier la préhistoire en exposant des squelettes et des objets préhistoriques. De nombreuses expositions temporaires y ont lieu, souvent en connexion directe avec l'évolution sociale de l'homme. Je vous rassure, on a bientôt fini avec l'histoire, mais vous le verrez, c'est très pertinent d'en parler. De 2009 à 2015, le musée ferme, il doit être repensé, actualisé, dépoussiéré. Certaines décisions sont politiques, comme le choix de revaloriser les arts premiers, c'est-à-dire les arts africains, océaniens, américains et asiatiques, décision qui amènera à la construction du Quai Branly, dont je vous parlerai dans un prochain épisode, et du MUSEM de Marseille, dont on m'a dit beaucoup de bien. Le nouveau musée de l'homme a pour objectif la compréhension de l'évolution de l'homme et des sociétés en croisant les approches biologiques, sociales et culturelles. On y étudie les époques anciennes, la période contemporaine, mais aussi le futur de l'homme. Au-delà du musée lui-même, il y a des salles de cours, des recherches, des auditoriums, tout pour en faire non seulement une aire de consommation de culture, mais aussi d'études et de recherche, ce qui va exactement dans le sens premier de celui-ci. Fin de l'histoire, début de la visite.
Passé cette salle toute vide, mais avec une histoire fascinante, on entre dans le vif du sujet, mais je vais laisser une belle voix vous l'expliquer. Nous sommes une seule et même espèce, les Homo sapiens. Alors, pourquoi sommes-nous si différents, physiquement, culturellement? Et que partageons-nous avec les autres espèces du monde animal? Qu'est-ce qui nous en distingue? Ah, vous voilà, bonjour, bienvenue dans la Galerie de l'Homme. Je m'appelle Marianne. Ah, mais voilà une idée intéressante. Un buste d'une femme d'origine africaine, il me semble, fort jolie et un petit bouton play. C'est Marianne, et elle se met à parler d'elle, et dès le début on voit où les questionnements vont être mis. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Qu'est-ce qui nous rend différents ou semblables? Elle commence à parler de ses origines, puis de sa coiffure, puis d'une petite cicatrice, puis de son tatouage, de sa famille. Je sais que ça paraît ultra basique à tous ceux qui connaissent l'anthropologie, mais en fait, non, ça ne l'est pas tant que ça. Il faut dire que le musée est aussi pensé pour les enfants et les jeunes, et ils vivent dans une époque qui n'a pas tant évolué à certains niveaux, l'ethnocentrisme est toujours présent, et voir l'origine comme seule démarcation entre les individus est toujours populaire. Et là, s'arrêter quelques minutes, entendre une voix charmante, l'entendre parler d'elle, c'est con, mais ça marche super bien. D'autant plus que, tout au long du musée, vous trouverez de ses contemporains, de sa famille, un storytelling muséal aussi intéressant que pertinent. Bref, je suis amoureux de Marianne. Juste en face, on voit de magnifiques animations, sur l'ADN par exemple, rappelant qu'en fait, on est tous les mêmes et qu'on a tous les mêmes origines, rappel indispensable pour certaines personnes. Je me permets de lire le petit texte d'intro qui explique bien quel est le but de la première partie de l'expo que j'ai adoré. Je cite. « Qui sommes-nous? Une espèce comme les autres ou singulière? Une humanité homogène ou plurielle? Notre corps est autant façonné par notre environnement social et culturel que par l'évolution biologique. Notre imagination et nos capacités de création sont sans limite. Les liens qui nous attachent aux autres sont essentiels à notre survie. Notre parole sert à bien d'autre chose qu'à communiquer. Si nous appartenons tous à la grande famille humaine, chacun de nous est différent par son apparence, son mode de vie, ses croyances, son histoire personnelle. Explorons ensemble ces multiples facettes de la nature humaine. Un voyage à la découverte de nous-mêmes qui mêle les approches scientifiques, philosophiques et artistiques pour saisir ce que c'est qu'être humain. » J'ai adoré cette première partie, très riche en histoires à écouter et à raconter, avec des vitrines qui exposent très clairement les différences de culture et de voir le monde. Par exemple, cette petite histoire que je ne connaissais pas, pourtant très connue, qui est très drôle. En réponse à la définition de l'homme donnée par le philosophe Platon, qui disait que l'homme est un animal bipède sans plumes, son contemporain Diogène le cynique, un rigolo celui-ci, se promena dans Athènes un coq plumé à la main en déclarant « Voici l'homme de Platon ». Cette anecdote rappelle que la volonté de définir l'être humain puise son origine dans la Grèce antique, qui a en grande partie inspiré la pensée et la science occidentale. Elle démontre aussi combien il est impossible de définir l'homme sur un seul et unique critère. J'ai adoré cette petite histoire super simple à expliquer aux enfants et qui permet de voir l'humain dans un sens très large et à se poser des questions de fou. Petite note, même si je n'ai pas testé, il y a une application gratuite du musée qui permet aux enfants de faire des jeux, de prendre des notes avec un petit bonhomme sympa qui accompagne l'expo. Je l'ai vu utilisé par une jeune demoiselle et c'est très très bien fait. Félicitations au musée. Je vais passer sur les vitrines, un peu dur à expliquer en audio, mais il y a des moulages de cire très réalistes, quoique un peu glauques, d'anatomie humaine, des pièces magnifiques. J'étais content de voir un collier Suleva et un collier Moili utilisés dans le cycle de la Kula, que vous connaissez déjà si vous écoutez Entre Story. Une chose qui me fascine, c'est les langues, même si ma pauvre connaissance à ce sujet est assez triste. Et surtout, ça me permet de vous faire écouter un autre son. Lupaile, la maile, l'ufil, la filia, et l'eau petiton, polydon, polisson. Vous connaissez? C'est de l'occitan. Et je coupe là, mais le petit nous raconte une belle histoire, et on aurait presque envie d'apprendre, nous aussi, l'occitan. Quoiqu'à Berne, ça me servirait pas à grand-chose. Un truc que j'ai adoré, même si ce n'est pas encore mon truc préféré, c'est le mur des langues. Imaginez un planisphère mural avec des bouches qui en sortent, et en tirant sur les langues, vous entendez quelqu'un en parler. Encore mieux, il y en a 30. Et c'est un moment génial. Quel plaisir d'entendre des gens parler en plein de langues. J'ai eu la chance d'y rencontrer un sympathique jeune homme d'origine malienne, très fier de me faire écouter le bambara, une langue de son pays, que je crois n'avoir jamais écouté. Et puis, petite satisfaction personnelle, j'ai écouté du piraha. Ça ne vous dit rien ?
On en a pourtant parlé sur Anthrostory, une langue parlée par 300 personnes en Amazonie, qui peut être sifflée, notamment pour aider pendant la chasse, mais je vais pas partir sur ce sujet, sinon j'en finirai jamais. Bref, j'ai adoré ce dispositif ultra simple, convivial, exactement ce que je cherche dans un musée. Et puis, aller dans un musée, c'est toujours découvrir des mots étranges, comme la molybdomancie. Vous savez ce que c'est ? Une pratique de divination qui consiste à lancer du plomb liquide dans l'eau froide et d'analyser les sifflements et les formes une fois refroidis. Probablement aussi foireux que les autres méthodes de divination, je vais pas vous le cacher, mais ça doit être très marrant à faire. Encore un truc que j'ai adoré, je vais vous laisser écouter. Je suis né en 1821 au sud du Soudan, dans une région connue alors sous le nom de Mayak, qui n'existe plus sur les cartes aujourd'hui. Capturé à l'âge de 7 ans dans une razzia organisée par des Égyptiens et des Turcs, j'ai quitté l'Afrique après de multiples péripéties, direction l'Italie, avec un négociant, monsieur Goria, qui m'avait acheté au Caire. J'ai fini par arriver Je n'ai pas tout enregistré, question droit et tout, mais son histoire est passionnante. Et surtout, vous avez le buste de cet homme devant vous pendant que vous écoutez son histoire. Vous savez qui a fait le buste ? Charles Cordier. Un de ses mots sur cette sculpture ? Ce fut une révélation pour le monde artistique. Mon genre avait l'actualité d'un sujet nouveau, la révolte contre l'esclavage, l'anthropologie à sa naissance, etc. Le gars me vend clairement du rêve. Je vais vous en parler dans un prochain épisode, j'ai pas le choix. Histoire émouvante et qui pose des questions de fou, moi j'en veux encore et encore. J'ai l'air d'être trop passionné ? Erreur, on n'est pas encore arrivé à mon truc préféré. De loin, ça paye pas de mine, juste à un écran, j'y jette un œil pas très motivé. Mais en fait, j'ai déjà vu un dispositif comme celui-là à Singapour, je vais essayer de le décrire le truc, mais vraiment, il faut aller le voir en vrai. C'est un mélange entre un diorama, donc un décor réel si vous voulez, et une projection en 2D, vidéo ou dessinée, en transparence sur le diorama. L'effet est super cool, quand je serai grand, j'en veux un comme ça chez moi. En l'occurrence, sur le diorama, on voit plein de petites parcelles délimitées par des cordes, comme on le voit souvent lors de fouilles archéologiques. On distingue une partie de terre foncée, on imagine un reste de feu et quelques pierres. En hologramme. En vrai, je crois pas qu'on puisse s'appeler ça un hologramme, hein. C'est plutôt une projection sur une plaque transparente. Mais pour le style, je vais garder hologramme. On voit 3 archéologues différents faire une interprétation du lieu. Encore une fois, ça passe hyper mal en audio, mais je vais vous mettre un extrait de film et vous allez tout de suite comprendre. Tu es prêt, Jarvis ? Pour vous, monsieur, toujours. J'aimerais ouvrir un nouveau dossier. Nomme-le Mark II. Dois-je le sauvegarder dans la base de données de Stark Industries ? J'avoue que je ne sais plus à qui me fier. Jusqu'à nouvel ordre, sauvegardons tout sur mon serveur privé. Travaillons-nous sur un projet secret, monsieur ? Je veux pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Entre les miennes, ça aidera peut-être le monde. Oui, ok, comparer un système holographique dans une petite télé et le système de Tony Stark dans Iron Man, c'est un peu abusé. Mais le système s'en inspire et je mettrai ma main à couper que les concepteurs y ont pensé. On voit d'ailleurs l'archéologue utiliser les mêmes gestes que Tony, que ce soit pour zoomer sur un détail ou faire pivoter un os en 3D. L'idée, super simple, c'est de faire comprendre qu'avec une même observation, ici un feu de camp, plusieurs interprétations sont envisageables. Et qu'il faudra d'autres recherches sur la météorologie de l'époque ou les matériaux disponibles pour tenter de déterminer ce qu'il y a vraiment eu. C'est ultra pédagogique, ça prend même pas 5 minutes et il n'y a même pas besoin de son. Je suis tellement fan de ce système que si ça sort en vrai pour tout le monde, j'arrête le podcast et je me mets à fabriquer des hologrammes. Je vais passer rapidement sur le reste de l'expo, qui est sympa, mais m'a moins convaincu et était, disons, un petit peu plus classique. J'ai rien vu que j'avais jamais vu ailleurs. À la fin, on tente d'aller vers le futur. C'est pas mal, mais j'en attendais plus. Mais, attention, je suis biaisé. Je suis un fan de science-fiction et de tech. Il est évident qu'il est complexe de m'amener quelque chose de neuf ou d'aller plus loin que ce que je sais en une toute petite partie d'expo. Et rester à un niveau populaire, entre guillemets, dans le sens des gens qui ne sont pas fans de science-fiction, c'est finalement une très bonne idée. Là aussi, il faut rester pédagogique. Certaines vidéos sont intéressantes. J'aime bien quand on me montre la réalité de la vie d'aujourd'hui de peuples qu'on idéalise beaucoup. C'est moins vendeur, c'est fait moins voyage, mais c'est tellement plus vrai.
Le dernier buste parlant est celui d'une femme qui a une prothèse pour la jambe. On voit presque se dessiner un questionnement sur le transhumanisme, mais ça reste léger évidemment, c'est pas non plus le but de l'exposition, en tout cas comme elle est faite actuellement. Ma plus grande critique, parce que oui, il faut bien que j'en ai une, ira vers la fin de l'expo, celle où la connexion entre les visiteurs et les chercheurs est censée se faire. C'est le balcon des sciences. Imaginez un balcon carré, avec un gros trou au milieu qui mène à l'étage du bas, éclairé par une jolie verrière. Tout le tour, des tables, un mélange de vidéos, de sons et de graphiques. Honnêtement, quand on me parle de connexion avec la recherche, une fenêtre sur la recherche selon le musée, j'imagine autre chose. Vous savez quoi ? Regardez-moi ça. Tout ce petit monde qui s'affaire derrière la vitre. C'est absolument effarant, John. Est-ce que ces personnages sont érotiques? Non, nous n'avons pas d'animatronique ici. Ces gens que vous voyez sont les vrais artisans de Jurassic Park. Dans les œufs non fécondés d'autruches ou d'émeux. Ce n'est pas une mince affaire. Attendez une minute, comment interrompez-vous la mitose cellulaire? On peut voir les œufs non fécondés? Bientôt. Toute une équipe d'éminents généticiens se met au travail sur l'os. Vous pouvez pas arrêter ce truc. Désolé, c'est le programme de la visite. Allez, on se dégage. Oui, allez. Mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ça? Mais Ah bon, on peut? Oui, je sais, je cite Jurassic Park comme exemple de musée, ce n'est pas réaliste une seconde. Quoique, vraiment. Pour ceux qui ne se rappellent pas la scène, il y a une vidéo qui explique comment on peut créer des dinosaures grâce à Monsieur ADN. Puis la salle tourne et on voit les vrais chercheurs de Jurassic Park, en train de manipuler l'ADN, de soigner des œufs de dinosaures, on voit des bras robotiques, des gens en blouse blanche, etc. J'ai toujours rêvé de voir ça. Et ça existe, au moins en partie. Retour à Chicago, au Field Museum, cette fois-ci, le musée d'histoire naturelle si vous préférez, où les sciences humaines sont présentes, mais où il y a aussi de la paléontologie, de la géologie, de la physique, etc. Dans le musée, vous avez des vitrines qui donnent sur les ateliers de musée, certaines factices qui sont là pour des présentations, d'autres qui sont réelles, où on peut voir des spécialistes nettoyer des ossements de dinosaures, par exemple. Alors oui, en vrai, il n'y a pas toujours quelqu'un en train d'y travailler, mais j'adore le concept, celui de n'avoir qu'une vitre entre le visiteur et le spécialiste. Vous me direz, c'est n'importe quoi, tu veux montrer quoi dans le musée de l'homme? Des bureaux avec des gens qui lisent, qui font des recherches, qui tapent des textes? Oui bon, j'avoue, tout n'est probablement pas super intéressant à regarder, et tout le monde n'a pas non plus envie d'être photographié ou dérangé dans son travail, mais en même temps, sur ce même balcon des sciences, on vous dit qu'on utilise du scan 3D et des imprimantes 3 dimensions. J'imagine que ce n'est pas utilisé tous les jours, mais pourquoi ne pas mettre une vitrine sur une pièce avec l'imprimante en 3D en fonctionnement qui imprime quelque chose? Ou l'atelier où les pièces sont remises à neuf et entretenues? Bref, une vision du travail qui est vraiment fait au musée de l'homme. Oui, je sais, parfois je suis un idéaliste. Mais j'aime bien casser les murs. Et il y en a un ou deux qu'on pourrait entrouvrir dans ce musée pour avoir une vraie fenêtre, vraiment, entre visiteurs et spécialistes. Il faut noter pour finir que le musée de l'homme organise des visites et des rencontres avec des chercheurs, sur ce balcon en l'occurrence, donc je ne dis pas qu'aucun effort en est fait pour avoir du contact entre les visiteurs et les spécialistes, mais il fallait bien que je trouve un truc à critiquer et voilà, je veux toujours plus. En tout cas, le musée de l'homme m'a beaucoup plu, surtout la première partie, et il n'y a à mon avis aucune excuse pour ne pas y aller. Il est gratuit pour les moins de 26 ans, pensez à garder votre billet si vous comptez aller au quai Branly et inversement pour économiser quelques euros. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du musée, si j'ai loupé des trucs importants, la prochaine fois je parlerai du quai Branly, un autre musée à visiter si les sciences sociales vous intéressent, et même si vous n'en avez strictement rien à faire à vrai dire. Ah, une petite chose, deux plutôt, que j'oublie chaque fois de dire et qui sont quand même un petit peu importantes pour nous aider. Si vous avez envie de nous aider financièrement à partir d'1$ par mois, vous pouvez le faire via notre page Patreon, patreon.com/anthrostory, ou alors vous tapez Patreon, Patreon, et Anthrostory sur Google et ça vous amène directement sur la page. C'est un système participatif qui vous permet justement de nous donner de l'argent à partir d'1$ par mois pour nous filer un coup de main. Autre possibilité qui cette fois-ci ne vous coûte rien, vous allez sur anthrostory.com/livre au pluriel et là vous avez plein de liens qui mènent vers Amazon qui sont les liens des livres dont on a parlé sur les épisodes d'Anthrostory. Ce qui est cool, pour nous en tout cas, c'est que ce sont des liens sponsorisés, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez un livre, eh bien nous recevons à peu près pour les livres 8% du prix du livre.
Ce qui fait que grâce à ça, on peut s'acheter de nouveaux livres, notamment d'anthropologie, pour pouvoir en parler dans de futurs épisodes d'Anthro Story. Pour vous, ça ne change absolument rien, vous payez absolument le même prix, et pour nous, ça nous fait des livres gratos où on doit payer moins cher, donc c'est plutôt cool. Pensez à ça pour vos prochaines commandes, et même si vous voulez acheter d'autres livres qui ne sont pas dans cette liste, du moment où vous cliquez sur un lien, et ben votre prochaine commande, voilà, il y a une partie qui va pour nous. Merci déjà à ceux qui ont fait ça, peut-être sans faire exprès, et qui, du coup, ont fait que je crois qu'on peut s'acheter un bouquin gratuitement, ce qui est plutôt cool. Entre-temps, allez dans les musées, lisez et écoutez des podcasts. Anthro Story.